tout de suite, parce que c'est quand même une merveille. Si vous savez que le 10 mai 1950, il y a eu vous savez, le lendemain du 9, où la SFIO jurait à son électorat que le comité des forges et les guerres était terminé, il y avait une réunion au ministère des Affaires étrangères, où les hauts fonctionnaires de diverses spécialités, il y avait les finances comme d'habitude, les affaires étrangères étaient invitantes et étaient là, il y avait la production industrielle, et qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils ont discuté d'une question. Ah, ça on racontait pas dans la presse. Il y avait éventuellement l'humanité qui disait, mais à part les communistes qui étaient quand même plus nombreux qu'aujourd'hui, personne ne les croyait. Qu'est-ce qu'ils ont discuté? Ils ont discuté la nécessité, dans les meilleurs délais, de supprimer un quart des effectifs des mineurs. Le 10 mai 50. Bah, vous me direz, il n'y a qu'en France, ça. Mais pas du tout. Le 10 mai 50, tout le monde savait que le borinage était mort. Ça s'appelle la division capitaliste du travail. Les petits crèvent, les gros prospèrent, mais les salariés, eux, crèvent tous. Alors, vous me direz, ils n'ont pas pensé au salaire, ce projet était si sympathique. Une Europe sociale. Ah. Alors, bien sûr qu'on ne pensait qu'à ça, au salaire, vous pensez. Nos fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Nos fonctionnaires, ils disent, j'ai pas besoin de regarder, vous verrez. Ils disent, nous allons faire une Europe, 1950, hein, du dumping social. Qu'est-ce qu'on fera pour faire le dumping social? On fera, par exemple en France, ce qu'on avait toujours fait, ce que le patronat a toujours fait depuis 1880. Ça passait très bien, parce que on s'arrangeait pour que les victimes se mangeassent le nez. On importerait de la main-d'œuvre coloniale à bas prix, très bas prix, qui pèserait sur les salaires, de telle sorte que pendant que les ouvriers s'arracheraient les cheveux pour empêcher les femmes d'aller au travail, les Italiens, les Algériens, oui, les Marocains aussi, les Tunisiens et divers, les capitalistes seraient tranquilles et continueraient à organiser les transferts gigantesques de main-d'œuvre. Réfléchissez au président du comité des forges, qui est le président d'une structure entièrement financée par l'État et dont les bénéfices vont exclusivement au privé. Vous me direz, c'est les autoroutes. Mais non, c'est toujours pareil. Une entreprise qui importait les mineurs de Pologne. Vous voyez, vous dites, oh, alors là, c'est un accident de l'Europe sociale, quoi. Les pauvres informaticiens roumains payaient 500 € par mois. Mais non, pas du tout. La différence, c'est que comme le socialisme leur a donné à tous bac+5 au moins, alors que dans les décennies précédentes, ces pauvres airs sortaient avec à peine des chaussures aux pieds de leur campagne pour passer directement à la mine. Voilà, c'était une main-d'œuvre un peu différente, mais c'était le même principe. Et en 1950, nos fonctionnaires l'annonçaient, les uns disant on va à la catastrophe, mais on ne peut pas faire autrement. Il y en a, je cite un texte, c'est un chef-d'œuvre. C'est finalement ce qu'ils disent aujourd'hui. Hein. Nous avons brûlé nos vaisseaux. C'est-à-dire que nous avons sacrifié notre peuple, mais de toute façon, comme les sacrifices ne nous coûtent pas cher et qui ne coûtent qu'à lui, il n'y a pas de raison de se gêner et de ne pas continuer. Autrement dit, cette Europe, qui est une Europe à laquelle on prétend aujourd'hui donner une possibilité de progrès social. C'est une Europe qui ne supporte même pas cette légende à partir du moment où on en connaît les origines. Ce sont les mêmes qui ont décidé, au détriment des mêmes. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Grèce, au Portugal et à l'Espagne, c'est ce qui est arrivé au salaire de l'entre-deux-guerres, puis de la Deuxième Guerre mondiale. Car, par exemple, l'occupation allemande a permis
de faire en France ce qu'on avait bien amorcé, il faut bien le dire, entre 1938 et 1940, même, qui permettait qu'on voit à l'occupant allemand une gratitude éternelle, baisser le salaire des ouvriers et des employés de 50% en valeur réelle, et même de leur faire perdre 10 kilos en moyenne, ce qui n'avait pas été le cas pour les classes dirigeantes. Autrement dit, il faut aborder, quand on est radical, c'est-à-dire tout simplement qu'on veut essayer de voir comment les phénomènes se produisent, hein, on est confronté à la contradiction antagonique entre ceux qui tentent n'importe quelle personne de bonne foi, qui adore aimer son voisin, qui adore aimer l'humanité, et ce qui est un programme impérialiste de réduction des salaires au néant. Et il faut bien comprendre que dans le projet de baisse de coût du travail, qui est un nouveau projet de baisse de coût du travail, exactement comme il y a eu un projet appliqué de baisse de coût du travail entre 1873 et 1914, entre 1929, et je ne parle même pas des périodes fastes, hein, parce que c'est aussi des périodes propices à tous les efforts pour la baisse du coût du travail. Et la baisse du coût du travail d'aujourd'hui, il n'y a aucune différence de nature, et qu'il faut bien percevoir ce qu'est le carcan européen, parce que jusqu'à nouvel ordre, et le nouvel ordre n'a jamais été démenti, le seul élément dans lequel des luttes ont pu se mener victorieusement pour les ouvriers, pour les salariés, pour résister à la baisse des salaires, ça a été des luttes dans un cadre national, qui évidemment n'est en aucun cas contradictoire avec l'internationalisme. Mais qui peut penser que les maîtres de l'Europe, depuis le début, dont les petits-fils et arrière-petits-fils, appartenant pour l'essentiel toujours aux mêmes dynasties, qui peut penser que ces gens-là, qui ont des auxiliaires politiques dont on ne peut même pas imaginer l'extension dans le champ politique, vous voyez, on est 100 ans après et on choque toujours en exposant que le grand capital régit à peu près tous les partis politiques, presque tous. Et que, par exemple en France, il n'est vraiment tombé sur un bec que, on va dire, entre 1920 et les années 70, c'est-à-dire au fond, les années où, globalement, malgré les périodes affreuses, les salariés ont été en mesure de se défendre en France plutôt moins mal qu'ailleurs. Et il ne faut pas continuer, et ça je le dis évidemment pas seulement en tant qu'historienne, hein, en tant qu'historienne, moi j'explique ce qui s'est passé, hein, même si ça fait de la peine à des tas de gens. Je ne suis pas là pour faire plaisir quand je fais de l'histoire, hein, je suis là pour essayer de travailler sur les sources. Mais en tant que citoyenne, je le dis, tout projet qui part du principe qu'il y a une bonne Union européenne est un projet qui veut ignorer les enseignements d'un siècle d'histoire au moins. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a jamais eu d'Europe sociale. Oui, il y a une Europe sociale, qui est l'Europe de la baisse des salaires, et qui est mise en œuvre avec une parfaite maestria jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à ce que, quelque part, et ça se fera d'abord quelque part, car ça ne s'est jamais fait autrement, il n'y a aucune raison que ça se fasse autrement, jusqu'à ce que, quelque part, un peuple dise non. Et le jour où un peuple, et particulièrement où un peuple, je dirais dans un pays impérialiste important, dira non, ils appuieront sur la bête, parce que, comme a dit un jour Streff,
un des récents responsables de la firme PSA, qui a besoin aussi de baisse du coût du travail, comme a dit Streff, il n'y a pas de limite à la baisse des coûts. Ça peut atteindre 80%, ça peut atteindre, finalement, le niveau du camp de concentration d'extermination par le travail. J'ai dit pendant des décennies, et là encore en paraissant sans doute un peu fantaisiste, que finalement le camp d'extermination par le travail est une sorte de caricature du capitalisme. Extraire la plus-value sans avoir besoin de travail payé. Bon, vous me direz, ça ne peut pas durer non plus comme les contributions. Hein, c'est comme les esclaves qu'on tue, ou les 10 millions de Congolais qu'on tue en tuant, en coupant les mains pour donner l'exemple aux autres. Mais il faut bien se rendre compte des responsabilités qui sont les nôtres à ce stade avancé d'une crise systémique qui est plus grave, bien plus grave que la première crise systémique du capitalisme, bien plus grave que la deuxième, tout simplement parce que la surproduction du capital est très supérieure à celle cumulée des deux précédentes crises. Donc je sais, je n'ai pas pu la demi-heure ou les 3/4 d'heure qu'on avait en partie.